émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Elodie. Bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac. C'est Elodie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma chronique En quête de sens. Cette émission, vous le savez, est consacrée à une thématique qui m'est chère, aussi bien dans ma vie personnelle que ma vie professionnelle, puisque j'en ai fait mon métier. Accompagner chacun dans sa quête de sens et dans sa quête d'épanouissement. J'ai à cœur de montrer que tout est possible, de donner à chacun l'envie de suivre ses rêves, de donner les clés pour oser et vivre pleinement et d'apporter de meilleures connaissances de soi aux personnes que j'accompagne. Cette émission est complémentaire à mon métier puisqu'elle est dédiée à l'interview de personnes dont le parcours est inspirant, mais surtout des personnes qui viennent nous partager leurs histoires de vie, des personnes pour qui la quête de sens a pris tout son sens. Nous sommes ensemble pour 40 minutes en direct sur le 92.1 ou sur radiograndlac.com. Et vous le savez, vous pouvez bien évidemment tout écouter en replay. Aujourd'hui, sur Radio Grand Lac, nous avons une émission spéciale et je suis honorée de recevoir mon invité aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet très important mais dont on parle encore trop peu. J'ai avec moi Caroline qui ne va pas nous parler comme beaucoup d'habitude de son activité d'entrepreneur, mais qui va plutôt nous parler d'une cause qui lui est chère et pour laquelle elle se bat chaque jour. J'ai donc la joie d'accueillir Caroline Latou, qui œuvre en fait pour la cause des femmes battues. Nous l'accueillons notamment pour qu'elle nous parle de sa campagne photo qu'elle a pensée et créée elle-même en collaboration avec un photographe, campagne qui est devenue aujourd'hui la campagne officielle de la préfecture de la Haute-Savoie. Avant d'en dire plus, je vous propose d'accueillir Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Elodie. Merci d'être avec nous, merci d'être là et merci de venir nous partager cette cause qui t'est chère et pour laquelle tu souhaites sensibiliser un maximum de personnes. Déjà, comment vas-tu ? Eh ben, écoute, je vais très bien avec ce soleil dans nos montagnes. Voilà, Noël qui approche, c'est une belle période. Ouais. Voilà, à la base, c'est une belle période et pour d'autres peut-être un peu moins, mais moi, je laisse à penser que malgré tout, ça reste quelque chose de très joyeux qui peut réunir, donc ça me plaît beaucoup en tout cas. Super, merci. Avant qu'on en dise plus et qu'on parle plus longuement de cette campagne photo qui a été le point de départ un petit peu, j'ai envie de dire, de tout ça, j'aimerais bien que tu nous parles de toi, de ton parcours, que tu expliques à toutes les personnes qui nous écoutent pourquoi cette cause, pourquoi en parler, pourquoi faire cette campagne, enfin voilà, nous parler de toi et de ton parcours. Ouais, alors voilà, moi j'ai commencé ma vie de couple très jeune, j'avais 17 ans, dans la fougue, grande amoureuse de l'amour, je croyais au couple, tout ça, et j'y crois encore évidemment aujourd'hui puisque je suis mariée, j'ai 3 enfants, et voilà, j'étais grande fougueuse et j'avais envie d'avoir ma propre vie de famille très tôt, et donc tout laissait à penser que la personne que j'avais choisie à l'époque, voilà, je l'avais en face de moi, c'était une belle personne avec des soucis, et je pense qu'à cette époque-là, je voyais pas le côté mal de ce côté énervement, des paroles qui blessent. Je me disais qu'il y avait toujours une cause en tout cas. Et donc, je me suis laissée aller dans la vie de famille. J'ai eu mon premier bébé à 21 ans. Voilà. Et en fait, les choses se sont très vite dégradées étant donné que j'ai pris mon rôle à cœur de maman. Et je pense que à cette époque-là, le papa n'a pas vu de bon œil le fait que je me consacre exclusivement à mon enfant, et il a commencé les violences. Voilà. Et mon fils avait 20 mois puisque j'étais enceinte de ma fille aussi après. Voilà. Donc, avec 2 enfants rapprochés, donc tu te souviens bien que
Ça a commencé très tôt. Ouais. Donc pour ceux qui nous rejoignent, aujourd'hui, on va donc parler d'un sujet qui est important, le sujet de la violence conjugale. On est avec Caroline qui nous explique un petit peu le cheminement et pourquoi aujourd'hui elle œuvre pour cette cause. Donc tu nous dis qu'en fait très tôt tu as cette volonté d'avoir une vie de famille, très tôt tu as donc des enfants, tu as ton premier fils à 21 ans. Moi ce que j'entends c'est que le papa de tes enfants a des qualités et des défauts, mais que à ce moment-là toi tu vois les défauts comme un simple défaut pour le coup. Tu fais pas forcément attention peut-être aux signaux d'alerte. Et l'élément déclencheur, j'ai envie de dire, ou en tout cas ce qui va contribuer à ce que ça se transforme, c'est le fait que tu deviennes une maman épanouie et que tu te consacres à ton enfant, en fait. Ce qui semble juste normal, mais malgré tout, ça reste l'élément déclencheur. Oui, alors, il y avait évidemment des alertes avant, comme tu as dit. J'ai pas fait attention. Je me suis dit, bon, encore une fois, je lui trouvais des excuses. Et je pense qu'on trouve toujours des excuses quand on aime. Voilà. Et puis on est jeune, on est naïve, on débute une vie, quoi. Donc on n'a pas fini. J'imagine qu'on n'imagine pas justement que ça puisse déraper. Ah non, complètement pas. On se dit, c'est pas possible, il peut pas me faire ça. Je suis celle qu'il aime. Quand on aime, on blesse pas. On blesse ni par les mots, ni par les actes. Et non, pas du tout. Clairement, je pense que, en effet, moi, je m'épanouissais à travers mon rôle à la fois de maman, de femme, de conjointe. Et après, quand il a commencé à aller plus loin que des paroles, quand j'étais enceinte de ma fille de 6 mois, c'est là où j'ai commencé à réaliser qu'il y avait vraiment des gros soucis. Jusqu'au bout, naïve de mon jeune âge, j'y ai cru, je me suis dit ça va s'arrêter. Et puis non, ça s'arrête pas en fait. Ça ne fait qu'empirer. Et puis un jour, mon fils, qui était dans sa chambre avec sa petite sœur, réussit à sortir de la chambre pendant une ultime altercation. Et puis il s'interpose en fait. Et là, mon ex-conjoint le jette contre le mur. Le jette, c'est un grand mot, il l'a pas non plus jeté, mais c'était violent, vraiment. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit non. Et en fait, moi qui étais à terre habituellement, c'est moi qui l'ai mis à terre à ce moment-là. J'ai trouvé une force incroyable. Je sais pas d'où je l'ai sorti cette force. Je l'ai mis à terre. Je me suis battue et j'ai pris mes enfants. Je suis partie et je suis plus jamais revenue. Oui, là, il y a eu l'instinct de survie, non plus que pour toi, mais aussi pour tes enfants. C'est-à-dire qu'avant, tu supportais parce que c'était que toi, entre guillemets, mais là, à partir du moment où il s'en prend aussi à tes enfants, j'imagine qu'en tant que maman, ça change tout. Complètement. Tu peux pas accepter ça, en fait. Tu nous dis, ça a commencé quand tu étais enceinte de ta fille. Ensuite, là, cette altercation dont tu parles, ta fille était déjà née. Oui. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je vais essayer de poser des questions pour que les personnes qui nous entendent comprennent ce qui se passe. Et éventuellement, si on a des personnes qui nous écoutent, qui sont dans la même situation, qu'ils puissent réaliser sans que ce soit trop tard. Mais qu'est-ce qui se passe dans ton esprit pour que tu restes malgré tout et que tu lui trouves encore des excuses? Je pense que notre société, elle est faite ainsi, c'est-à-dire que on est ancré dans un schéma de famille qui veut qu'on pardonne. Oui. Qu'on écoute, on pardonne, on cherche les raisons, voilà. On essaye de comprendre. On essaye de comprendre. Et puis surtout, il y a beaucoup de manipulation à ce moment-là de la part de l'autre personne, de la manipulation psychologique. Non, me quitte pas, sinon je vais me suicider. Me quitte pas, je vais perdre mes enfants, je vous aime, je te promets, je vais arrêter. Beaucoup de promesses en l'air, évidemment. Donc, parce que sans thérapie, il n'y a pas d'avancée. Et ça, c'est une évidence, de toute façon. Justement, ça, c'est une de mes questions. C'est, est-ce que tu as communiqué avec lui? Est-ce que tu as essayé de lui dire, de lui faire prendre conscience? Et j'imagine que oui, mais du coup, est-ce que la personne en face, elle réalise ce qu'elle fait?
J'ai envie de dire que sur le moment, elle réalise pas parce que la colère dépasse. Après, encore une fois, même si aujourd'hui je suis une thérapeute et que j'analyse de cette manière-là, j'ai envie de dire, voilà, peu m'importe. Parce que moi, j'étais pas sa thérapeute. Et puis, à ce moment-là, plusieurs fois, je lui ai dit, va consulter quelqu'un, t'en as besoin. Et quand on parle comme ça aux gens, ça peut être pris tout de suite sur un côté négatif. C'est compliqué d'accepter d'aller voir quelqu'un quand on n'est pas bien, quand on a cette rage en nous, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, alors aujourd'hui, moi je suis en paix avec ça, clairement, par rapport à mon passé et par rapport au père de mes 2 enfants, mais ça n'excuse pas. Je pense que clairement, à l'époque, quand bien même il aurait fait les démarches à ce moment-là, ça n'excusait pas ce qui m'était arrivé. Et donc, je serais partie. Oui, tu serais partie moins vite, mais je serais partie, c'est sûr. Tu serais partie quoi qu'il en soit. Effectivement, ça excuse rien. Mais la difficulté, c'est qu'effectivement, tu es face à une personne à ce moment-là qui, de toute façon, ni ne réalise, ni souhaite se réaliser d'ailleurs, ni souhaite avancer et faire en sorte que ça s'arrête. Et puis très, très résolu sur le moment, clairement. Moi, j'ai quand même été harcelée par téléphone, j'ai été manipulée, j'ai été enfermée dans ma chambre, séquestrée pendant toute une journée, à pas savoir ce que mes enfants faisaient. J'avais peur, j'avais très très peur. Menacée avec un couteau, frappée au visage. Mais en fait, les coups qu'il portait, quand même, il était très malin parce que le visage, il mettait des claques, mais c'était pas des coups de poing ou voilà. Il n'y avait pas de marque visible. Il y avait pas, voilà, c'est ça. Alors ça peut être intéressant encore une fois pour les personnes qui nous écoutent. Quand on parle de violence conjugale, effectivement, ça peut être plein de choses différentes. Tu parles de claques, tu parles de coups, mais ça peut être plein d'autres choses, j'imagine. Ah bah oui, il y avait le côté dénigrement. Clairement, franchement, sur le moment, on se dit, voilà, il nous met une claque parce qu'en fait, t'as fait quelque chose qui lui plaît pas, puis il nous dit des mots, des insultes, t'es bonne à rien. Oui, il y a la violence physique et puis il y a la violence aussi verbale, psychologique. Il y a tout ça qui rentre en compte, effectivement. Beaucoup de manipulation aussi. Ouais. Beaucoup, beaucoup de culpabilité. Quand ça nous arrive, on se dit que c'est notre faute. Ouais, c'est notre faute. Oui, il arrive à faire en sorte que tu penses que c'est de ta faute, que tout ce qui arrive, c'est de ta faute et qu'il a raison. Ouais, voilà, tu sais pas partager ton temps entre les enfants et moi. Voilà. Et puis il y a les viols aussi, parce que du coup, on se fait frapper. L'intimité n'est plus la même et derrière ça ne fait qu'empirer. Du coup derrière il y a des obligations dites de couple que moi j'adhère pas et voilà, ça en fait partie aussi. Ouais. Mais justement c'est bien de pouvoir expliquer tout ce qu'inclut la violence conjugale, parce que quand c'est un sujet qu'on connaît pas du tout, on a tendance à penser uniquement à la violence physique, mais en réalité, il y a plein d'autres choses et peut-être même que la violence psychologique est la plus difficile à soigner derrière, à penser derrière. Complètement. Et alors, du coup, tu nous partages qu'il y a un jour où il y a cette fameuse altercation entre vous deux, où les enfants sont dans la chambre et là, ton fils sort de la chambre et vient s'interposer entre vous deux. Alors, j'imagine qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui nous pousse à ce moment-là, ou en tout cas, qu'est-ce qui nous donne cette force à ce moment-là. Mais est-ce que tu te souviens ce qui t'a traversé l'esprit quand même quand tu as vu ton fils sortir de la chambre et venir vers vous ? Oui. J'ai vu mon fils arriver. Je me suis dit, il va avoir quelque chose qui va le traumatiser. J'ai pas envie. J'ai peur pour lui. Mais sur le coup, j'ai vraiment pas peur pour moi, en fait. Ouais. Je pense que, comme tu as dit tout à l'heure, c'est une habitude qui n'est pas bonne, évidemment. Mais moi, j'avais peur pour mon fils. Et puis le geste de trop envers lui a fait que sur le moment, j'ai dit non du tout. Même là, quand j'en parle, ça me chagrine encore.
Et mon fils, à l'époque, avait 3 ans. Donc, tu vois, il en a 21 aujourd'hui, ça fait 18 ans. Je pense que à partir du moment où on vient toucher à nos enfants, c'est trop. Ouais. C'est trop. Oui, et ça permet justement de se dire ça. C'est trop. En fait, je ne peux plus accepter ce que je vis au quotidien. Donc là, tu l'as dit, tu arrives à, pour le coup, prendre le dessus sur cet homme et à partir. J'imagine que derrière, ça se termine pas comme ça, que c'est pas je suis partie et tout est fini. Ah bah non. Quelle a été la suite? Ah bah la suite, c'est harcèlement par SMS. À l'époque, moi je te parle d'un temps où il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Mais et aujourd'hui c'est pire parce qu'à travers les réseaux sociaux, voilà, on peut être fliqué comme on dit. Voilà, il y a tout ça qui fait que. Mais oui, il y a coup de fil permanent. J'avais cette chance à l'époque, il n'avait pas le permis, donc il pouvait pas me suivre. Mais du coup, l'école était juste en face de là où on habitait. J'avais une peur permanente qu'il aille à l'école, vraiment. Et puis en fait, moi, je pose des mains courantes. J'arrive pas à porter plainte sur le moment. Jusqu'au jour où en fait, du coup, on m'obligeait à lui donner les enfants. J'avais tout le temps peur parce que du coup, il était tombé dans la drogue, l'alcool. Et j'avais peur, très très peur, jusqu'au jour où je vais chercher mes enfants. Et là, très alcoolisée, je récupère mes enfants, je les mets dans la voiture et il me court après et il me prend la tête. Et en fait, il me l'éclate contre la voiture. Et il me déplace une cervicale. Aujourd'hui, j'en ai des stigmates. Voilà, je vis avec, mais voilà, je suis réparée psychiquement, je suis réparée en tout cas. Mmh. Et du parce que à l'époque en plus, enfin à l'époque, je dis ça, mais c'était donc il y a une vingtaine d'années, en gros. Il y avait pas autant de, enfin on n'en parlait pas autant. Il y avait peut-être pas autant d'associations pour aider, pour accompagner, pour savoir quoi faire, comment, pour ne serait-ce que te protéger. Alors peut-être que tu avais de la famille, des amis, mais j'imagine qu'on est démunis à ce moment-là. C'est-à-dire que ok, je suis partie, mais maintenant je fais quoi? Ouais, c'est ça. À l'époque, alors déjà, on n'en parle pas tout de suite parce qu'on a honte. On passe par le côté culpabilité. Je vais m'en sortir toute seule. Et puis non, évidemment que non. Puis après, ça s'amplifie. Donc moi, j'en parle à mon père, puis à ma mère, à 2 de mes meilleurs amis. Et puis quand je pars chez mon père. J'ai cette chance-là d'avoir mon père qui a une maison, qui me dit bah viens à la maison, moi je vais te protéger. Ma mère, pareil. Et non, il y avait pas tout ça. Enfin, déjà, on n'en parlait pas. C'était tabou. Ensuite, bah, il y avait pas autant d'associations. Évidemment, pas autant de dispositifs mis en place qu'aujourd'hui. Et non, c'était mes parents, clairement. Ouais, t'avais ton entourage qui était là pour toi et fort heureusement. Moi, ce que j'aurais envie de dire, je crois, c'est quand même pour les personnes qui nous écoutent, c'est effectivement aujourd'hui il y a plus de choses, il y a plus d'associations, mais j'imagine qu'on passe quand même par les mêmes difficultés que celles que tu as rencontrées, c'est-à-dire la honte, la culpabilité, on n'ose pas en parler. Qu'est-ce que je vais faire? Et puis j'ai peur qu'il me retrouve, j'ai peur qu'il me fasse du mal. Donc là, si on peut déjà sensibiliser un peu, c'est oser quand même, peut-être oser en parler, oser aller voir les personnes qui peuvent vous aider. La honte, elle appartient pas à la victime, et j'aime pas ce mot, mais on est victime malgré tout sur le moment. Et la honte n'appartient pas aux victimes, contrairement à ce qu'elles peuvent penser. Une claque, c'est déjà trop. C'est ce qu'il y a sur ma campagne photo. Une claque, c'est déjà trop. Ferme ta gueule, c'est déjà trop. Voilà. Je peux entendre que par moment on soit énervé. Ça arrive à tout le monde, évidemment. Mais on justifie pas la violence. Ouais. Rien ne justifie la violence, et donc aujourd'hui, en parler, c'est primordial. Oui, en parler le plus possible pour que justement exactement. Les personnes qui subissent les mêmes choses puissent sortir de leur cachette, entre guillemets. Ouais, sortir de leur honte.
même si j'ai envie de dire avec tous ces dispositifs aujourd'hui on est plus entouré, on est moins seul, on reste seul face à nous-mêmes et nos violences. Ça c'est une certitude. Et mais quand on est victime, on a cette force en nous qui nous dit de vivre cet instinct de survie. Oui. Et il faut s'accrocher à ça. Faut s'accrocher à ça pour se dire que la vie n'est pas faite de survie mais de vie. Voilà. Oui, je te remercie pour cette petite phrase qui effectivement est assez parlante. Ce que je te propose et ce que je vous propose à tous, c'est qu'on fasse une petite pause. On est aujourd'hui avec Caroline qui nous parle de la violence conjugale et notamment de la violence faite aux femmes. On fait une petite pause et puis on revient juste après pour justement parler de cette campagne photo. À tout de suite. Montez le son de votre radio préférée et passez de belles fêtes de fin d'année sur le 92.1. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel avec Elodie. Nous voilà de retour pour la deuxième partie de cette chronique En quête de sens. En quête de sens, ça peut être très large, le sens que chacun met dans sa vie. Habituellement, souvent, on a des entrepreneurs qui viennent nous parler de leur quête de sens plutôt professionnelle. Aujourd'hui, on a une émission spéciale puisque je suis depuis tout à l'heure avec Caroline qui nous parle de sa quête de sens à elle. Et sa quête de sens à elle est liée à son parcours de femme, puisqu'elle œuvre chaque jour et elle a mis en place une campagne photo pour œuvrer justement pour cette cause qui lui est chère, qui est la cause de la violence conjugale. Alors son parcours l'amène à surtout combattre les femmes, enfin en tout cas à œuvrer pour les femmes battues, mais bien évidemment, on le sait, les hommes sont aussi concernés. Caroline, tu nous as partagé un peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à œuvrer pour cette cause? Comment ça s'est passé pour toi? Tu nous as parlé de ce que veut dire la violence conjugale. Donc, il y a la violence physique, mais pas que. Il y a aussi la violence psychologique, verbale, tout ce que vous voulez, mais ça peut vraiment inclure plein de choses. Le fait de faire culpabiliser l'autre, de le rendre responsable de tout ce qui se passe dans cette relation toxique. On va aussi parler, donc on a déjà évoqué, mais tu as créé une campagne photo. Dis-nous-en un petit peu plus. En quoi elle consiste? Comment ça s'est concrétisé cette campagne photo? Peut-être qu'on peut commencer par ça. Alors, ça a commencé en fait. Mon métier de base, je suis aide-soignante en réanimation au CHU de Grenoble. Et déjà, mon métier m'a permis aussi de pouvoir me soigner en aidant les autres. Et aussi, malheureusement, à faire face aussi, en tant que soignante, à des victimes aussi de violences. Et puis alors, si tu les as rencontrés en réanimation, c'est qu'on est sur un niveau très, 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 très élevé quand même. Ouais, carrément. Et puis donc, moi, j'y allais en train et en tram. Et il y a 6 ans, je vois cette campagne photo internationale. Et je vois, c'est une affiche qui me tape à l'œil et je me dis un jour, ça sera moi sur l'affiche. Voilà. C'était pour la même cause? Ouais. C'était la campagne internationale de la lutte des violences faites aux femmes. Et je la vois et je me vois en fait en flash sur cette affiche et je me dis, mais un jour, ça sera moi. Et donc, le projet mûrit dans ma tête, voilà. Je suis modèle photo en fait à mes heures perdues parce que ça me permet aussi de me reconstruire en tant que femme, d'accepter mon image. Et je rencontre une belle personne il y a 1 an et demi. Oui, photo à Rumi. Voilà, et tout de suite, ça passe quoi. Une alchimie et là au mois de juin, je shoote et je lui dis, tu sais, j'aimerais bien faire un shooting sur la violence faite aux femmes. Il me dit, ah oui, d'accord, ok. Il me dit, mais écoute, moi, pas de souci, ça me parle. Et il défend en plus cette cause. Et il me dit, mais tu sais, il y a une journée et tout au mois de novembre. Je dis, ouais. Et il me dit, écoute, j'ai une place le 4 novembre. Viens, on attaque. Et en fait, cette campagne, elle s'est faite en 3h30. Voilà, on a shooté en 3h30
un 4 novembre. Et le soir, il m'envoie les photos tout de suite. Il les avait traitées. Et je lui dis, tu sais, ça serait bien qu'on mette des phrases en dessous, un peu percutantes, mais dans le respect quand même. Il me dit, ouais, t'as raison. Puis chacun, on commence à mettre des phrases. On se laisse la place, en fait. Et puis même pendant le shooting, on s'est laissé la place l'un et l'autre. C'était très fluide entre lui et moi pendant ce shooting, où en plus, il s'est mis aussi en situation vraiment parce que c'était important qu'on puisse faire voir jusqu'au bout les gestes. Et donc, voilà. Et en fait, en 24 heures, la campagne était faite. Donc, tout a été fait très rapidement, comme quoi, enfin voilà, quand on rencontre la bonne personne et qu'on est sur le sujet qui nous anime au quotidien, bah, de toute façon, ça avance vite. Mais quand même, je reviens un petit peu en arrière, tu nous dis, il y a 6 ans, je me dis, ça sera moi, et tu rencontres la bonne personne il y a 1 an et demi, donc, comment ça a cheminé? C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu avais dans ta tête, mais ça s'est pas concrétisé parce que t'as pas rencontré la bonne personne, parce que c'était peut-être pas le moment aussi. Tu parlais tout à l'heure de reconstruction, donc effectivement, quand on a subi ce que tu as vécu, bah il y a une reconstruction physique, mais aussi et surtout peut-être psychologique et mentale. T'avais pas cherché à ce que ça se concrétise avant? Non, parce que bon, déjà, je pense que il y avait tout un cheminement en moi, évidemment, j'ai besoin d'être en paix avec mon passé. J'ai besoin d'aller dans une résiliation face à cette personne qui est entre autres le père de mes enfants, mes 2 premiers enfants. Et non, je pense que c'était le moment, la bonne personne. Rien n'est un hasard pour moi. Je crois pas au hasard. Donc les rencontres se font, c'est que c'est maintenant, on est prête. Et puis on a eu surtout 2 ans de Covid. Et 2 ans de Covid qui m'ont abîmée en tant que personne soignante, voilà. Et puis j'ai eu affaire aussi à la violence de ma fille, de son ex-copain. En fait, voilà. Donc en tant que mère aussi, j'ai subi ça. Donc finalement, c'est voilà, j'avais pas encore passé l'étape de résilience. Et quand j'ai rencontré ce photographe, ça m'est pas venu tout de suite à l'esprit. J'avais toujours à l'esprit, en effet, cette campagne. Mais le shooting qu'on a fait au mois de juin, la complicité était là et j'ai dit, allez, c'est maintenant. Alors du coup, tu lui proposes, il accepte tout de suite, donc c'est quelque chose qui lui parle. Tu vous faites les photos, tu as cette idée de rajouter des phrases. Qu'est-ce qui fait comment ça s'est concrétisé derrière pour que, j'imagine que tu les as mis toi sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'il y a eu autre chose? Est-ce qu'il y a eu d'autres actions? Comment ça en est venu à être la campagne officielle? Alors, à côté de ça, donc moi je suis chanteuse, et donc j'ai déjà, on va dire, un grand réseau, que ça soit dans le milieu de la danse, dans le milieu de la photo, dans le milieu de la musique. Et en fait, il y a 3 ans, j'avais créé un salon du bien-être en tant que thérapeute. Et donc, j'avais interpellé plusieurs radios. J'avais interpellé aussi la députée de Savoie, Émilie Bonivard. Et puis voilà, petit à petit aussi, en connaissant des personnes, j'ai envoyé de mon côté les photos pour avoir leur avis. Mon photographe a fait de même. Et on a eu encore plus de contacts. Donc chacun, on a envoyé des mails de notre côté. Et on a eu des réponses. On a eu des réponses incroyables, des personnes qui nous disaient, mais incroyable, j'ai vu, ça m'a fait mal au cœur, je me suis mise à pleurer. Alors moi aussi, quand j'ai vu les photos, je me suis mise à pleurer, mais pleurer de joie parce que je me suis dit, aïe, enfin, c'est concrétisé, ma thérapie est terminée. La boucle est bouclée. Et je me sens bien et je me sens prête à me battre et à aider les autres, en fait, à travers ça. Et donc, c'est comme ça qu'on en est venu à pouvoir avoir un maximum de monde derrière nous. Et on s'était fixé que le 25 novembre, on allait publier. Voilà, publier les photos et le montage vidéo qu'on avait fait où, gentiment, mon photographe a narré un joli texte vraiment très, très poignant, qui va être utilisé plus tard aussi par le préfet à partir de janvier, février. On ne sait pas encore trop quand on va
on va publier ce montage. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est fait effet boule de neige, en fait, j'ai envie de te dire. Oui, et puis tu nous dis, c'est fort, ce que tu nous dis, c'est que cette campagne te donne, ça y est, la force, peut-être, de te battre pour les autres, d'aider les autres et de porter ta voix, hein, j'ai un peu envie de dire ça, mais de porter ta voix et d'œuvrer encore plus pour essayer de sensibiliser. Ton objectif, c'est vraiment ça, c'est de sensibiliser, d'en parler le plus possible, que on connaisse ce sujet et qu'on ferme pas les yeux dessus. Alors qu'on ferme pas les yeux dessus, que les victimes puissent s'ouvrir à entre autres aux associations, qu'elles n'hésitent pas aussi à m'écrire par le biais d'Instagram Messenger, voilà. Et si elles ont besoin de conseils, il y a aucun souci. Moi, je suis là, je suis prête en tout cas à pouvoir les aider, évidemment. Voilà, il y a Sa Voix de Femme, il y a plein de dispositifs, voilà. Moi, aujourd'hui, je suis prête à ça parce que je suis stable dans ma vie. J'ai un mari formidable qui m'a aidée aussi à devenir qui je suis aujourd'hui. Vraiment, je veux leur faire comprendre qu'aujourd'hui, on peut s'en sortir. Oui, je trouve que c'est un très beau témoignage de montrer qu'on peut sortir de ça, qu'on peut s'en sortir, qu'on peut même encore croire en l'amour et vivre un bel amour, que ça signifie pas que derrière on va rester seul et que tout est perdu, au contraire. Donc donner envie de se battre, en fait, de sortir de cette situation. Comment on peut te trouver? Donc sur les réseaux sociaux? Oui. Donc Caroline Lathou. Oui. Lathoud. Oui, c'est ça. Cette campagne, du coup, tu nous l'as dit, c'est devenu la campagne officielle pour la préfecture de la Haute-Savoie. Qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'ils l'utilisent pour de la pub dans les rues? Comment ça se concrétise? Alors, moi, j'ai été invitée à la colloque il y a 3 semaines, justement, le 25 novembre à Annecy, avec le préfet. Et donc, j'ai vu du coup aussi croiser le sénateur, voilà, Joséphine Cudin qui travaille c'est par Joséphine Cudin qui est l'adjointe au maire de la Ravoire que j'ai accédé du coup au préfet parce qu'elle travaille en collaboration avec le préfet. Et donc il y avait 5 ou 6 associations qui œuvraient. Il y avait la police, la gendarmerie. Voilà, ça va être la campagne en effet, oui, d'affichage, voilà, les réseaux sociaux, ça va passer par à peu près tous les supports médiatiques, j'ai envie de dire, possibles. Et je suis très contente parce que c'est vraiment, moi, mon objectif premier, c'est de sensibiliser un maximum de gens, que ça soit les victimes, mais pas que. Vous êtes témoins, n'hésitez pas à appeler. La gendarmerie, la police, à intervenir, si possible, évidemment, sans mettre sa vie en danger. On peut aider tout le temps quelqu'un à travers peut-être aussi, ne serait-ce que en parlant avec la victime, en lui donnant peut-être des coordonnées de Sa Voix de Femme. On parlait de Sa Voix de Femme. Oui. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours un petit geste à faire. Complètement. Une main à tendre, l'écoute. L'écoute est très, très importante quand on a juste une oreille à tendre et voilà. C'est pas grand-chose, on a l'impression que c'est pas grand-chose, mais la vérité, c'est que la personne qui est victime, ça lui fait vraiment beaucoup de bien de pouvoir se sentir écoutée et surtout estimée. Parce qu'on n'a plus d'estime quand on n'est plus bactère. Vraiment. Oui, puis ça permet peut-être de se sentir moins seul. Tu disais, même si on peut être accompagné, on se sent quand même seul face à ce combat. Et donc d'avoir une écoute, d'avoir juste une main tendue, en fait, ça peut être un sacré geste. Complètement. Et moi, je dirais même les hommes qu'ils n'hésitent pas aussi à le faire parce que souvent les hommes n'osent pas parce qu'ils se disent c'est des hommes qui ont frappé des femmes. Je parle bien sûr du cas d'une victime féminine, mais on parlait également des hommes qui étaient victimes, bien sûr.
Qu'ils n'hésitent pas à tendre une main parce que quand on est victime, on pense que les hommes sont des monstres sur le moment. Et on a du mal à refaire confiance et à passer à autre chose et à se dire qu'on va pouvoir reconstruire notre vie avec un homme parce qu'il nous a fait du mal. Donc ça demande un long cheminement. Moi, il m'a fallu 17 ans quand même. Donc voilà, un geste, peu importe, que ça soit un coup de fil, que ça soit une main tendue, que ça soit une écoute, voilà. En tout cas, oui, n'hésitez pas, que vous soyez victime, n'hésitez pas à contacter, à en parler, à lancer un SOS, quelle que soit la manière dont vous le lancez, en fait, j'ai envie de dire, et puis que vous soyez témoin ou que vous ayez tout simplement envie d'œuvrer pour cette cause, vous pouvez le faire de plein de manières différentes. Vous pouvez ne serait-ce que repartager la campagne de Caroline. Donc je vous le rappelle, c'est Caroline Lathou, Lathoud. De toute façon, vous retrouverez son nom très facilement. Merci Caroline pour ce témoignage, pour nous avoir parlé de ton parcours, pour être venue parler de ce sujet qui est hyper important. Elle vous l'a dit, n'hésitez pas à la contacter, n'hésitez pas à utiliser sa campagne photo pour sensibiliser un maximum de gens. C'est vraiment ça l'objectif, c'est sensibiliser un maximum, en parler un maximum pour qu'il y ait de moins en moins dans notre utopie, c'est qu'il y ait de moins en moins de violences conjugales et qu'on arrive à en sortir d'une part et à en sortir le plus vite possible pour que ça n'aille pas trop loin. En tout cas, merci encore une fois, Caroline, d'avoir été avec nous. Merci à toi de m'avoir accueillie et de pouvoir m'aider à œuvrer à ce partage, en tout cas, sur ce témoignage. Et j'espère que les personnes qui écoutent puissent ouvrir les yeux, que ça soit des témoins, que ça soit des parents, des enfants aussi. Que ça soit même les victimes, qu'elles puissent ouvrir les yeux sur ce qui est pris pour quelque chose de banal, mais qui ne l'est pas. Ouais, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. N'hésitez pas si vous voulez joindre Caroline. Pour aujourd'hui, bien évidemment, vous restez à l'écoute sur Radio Grand Lac. Moi, je vous retrouve en 2025 pour une nouvelle année. Pour aujourd'hui, vous retrouverez à 17h Sonia avec son émission Grandiose. Et sinon, vous restez en musique sur Radio Grand Lac. À très vite et surtout, passez de belles fêtes de Noël. Radio Grand Lac.